Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Et il est 11h03, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Et profitons que certains d'entre vous fassent le break en cette dernière semaine de l'année pour aborder un thème dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais il reste beaucoup de questions, évidemment. La fameuse épidémie de flemme qui toucherait les Français. On parle de grandes démissions, on parle de démissions silencieuses. Nous aurions perdu, nous Français, le goût de l'effort. Nous avons de plus en plus de mal à donner du sens à notre travail. Nous devenons peut-être plus exigeants, moins dociles. Nous attendons davantage de reconnaissance par le salaire, par la qualité de vie au travail. Bref, nous allons travailler de plus en plus à reculons. D'une façon générale, une partie des actifs, et notamment les plus jeunes, se sont petit à petit désengagés de leur travail, un peu comme s'ils étaient rentrés dans une forme de résistance silencieuse. Et vous, votre rapport au travail a-t-il évolué? Vous sentez-vous concerné par cette grosse fatigue qui toucherait la France et bien d'autres pays, en particulier depuis la crise Covid et ces confinements qui ont peut-être remis des pendules à l'heure? Vous nous appelez 0826 300 300, on attend vos appels. Et autour de moi ce matin, Claudia Sénic, professeure à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice aussi de l'Observatoire du bien-être. Aude Célie, bonjour. Bonjour. Vous étiez gestionnaire de ressources humaines dans une grande société. Vous avez fait un burn-out et vous le racontez d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Autopsie d'un burn-out paru chez Duno. Et aujourd'hui, vous êtes coach pour femmes, spécialiste du burn-out du coup et praticienne en neurosciences. Et Benoît Serre est aussi avec nous. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Association nationale des DRH. Claudia Sénic, je vais commencer par vous. Vous avez contribué à une note intitulée « Crise du travail, crise de l'avenir » avec le psychiatre Serge Effez et le sociologue Henri Bergeron. Votre point de départ, c'est l'épidémie de Covid qui aurait profondément modifié notre rapport au travail et aussi généré une sorte d'anxiété. Alors, notre point, en fait, c'est que l'épidémie de Covid a permis aux gens de prendre du recul sur leur travail et de peut-être réinterroger le coût-avantage de ce qu'ils faisaient et ce qu'ils recevaient en échange. Et que du coup, ça a entraîné au moment de la reprise de l'économie, de l'activité, quand les entreprises avaient besoin d'embaucher beaucoup de gens, les salariés n'étant pas très, très empressés de retrouver leur poste, et ben finalement, ça a renversé le rapport de force qui préside à la négociation entre employeurs et employés. Et ça a donné aux employés la possibilité d'exprimer des choses qui, on pense, étaient peut-être toujours là, peut-être pas forcément quelque chose de nouveau ou pour la nouvelle génération, on va peut-être en parler, mais qui sont les attentes et les exigences des travailleurs en général. Oui. Mais en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est pas une remise en cause du travail ou une démission du travail, c'est en fait plutôt une remise en cause de leur travail. Donc, et ce qui ressort... Quand on parle de flemme et de fatigue, nous on n'adhère pas tellement à ce diagnostic de flemme et de fatigue. Je pense que tout simplement là, ça n'existe pas. Oui. C'est simplement une question de motivation pour un travail en particulier et des conditions de travail en particulier. Quand on a la possibilité de faire mieux. Et ce qui ressort de vos réflexions, c'est aussi la recherche de sens. Vous citez dans cette note l'exemple d'une cadre qui a décidé de lâcher son emploi dans une banque pour se former à devenir professeur des écoles. Oui, exactement. Cette recherche de sens, on en parle de plus en plus parmi les facteurs de bien-être au travail, autonomie, perspective de progression, relation avec les collègues et sens. Cette notion de sens, on en parle vraiment, c'est celle dont on parle le plus depuis quelques temps, notamment après l'apparition de l'ouvrage de David Graeber, Bullshit Jobs, qui dénonce les emplois qui n'ont aucun sens. Donc cette recherche de sens se fait jour, encore une fois, se fait entendre de manière très très forte. Mais voilà, on pourra discuter du fait que c'est quelque chose de nouveau ou pas. Alors, votre étude vient en complément de celle de Jérémy Pelletier et Jérôme Fourquet pour la Fondation Jean Jaurès, intitulée avec, là pour le coup, vous n'étiez pas d'accord, mais intitulée avec un brin de provocation sans doute, l'épidémie de flemme. Selon cette étude IFOP sur laquelle s'appuie la Fondation Jean Jaurès, entre 30 et 40% de Français sont moins motivés qu'auparavant, Maxime Troulot. Oui, une baisse de motivation qui touche le travail, mais aussi l'activité
l'activité physique ou les sorties. D'ailleurs, on le voit avec une baisse de fréquentation des salles de cinéma, des boîtes de nuit, mais aussi des associations caritatives. La grande raison à cela, le Covid évidemment. 45% des Français précisent qu'ils traînent davantage les pieds qu'avant pour sortir le soir ou le week-end. D'ailleurs, à contrario, seulement 12% des Français se disent davantage motivés qu'avant. C'est peu, mais c'est tout de même à souligner. Une baisse de motivation liée à une accumulation de fatigue. Et oui, 41% des Français se sentent plus fatigués qu'avant la crise du Covid. Une fatigue mentale, psychologique assez importante, ressentie par un peu plus d'un tiers des Français interrogés. Un constat aggravé par la pandémie avec de plus en plus d'arrêts de travail dus à des dépressions, des burn-out, des fatigues mentales plus que musculaires. Et conséquence de tout ça, une économie de la flemme qui s'est créée et développée. Oui, une économie de la flemme, c'est le terme employé par l'IFOP. Certains acteurs économiques ont gagné en notoriété. Elles ont bien compris que les Français avaient moins envie de bouger. Alors, elles se sont adaptées, elles ont adapté leur offre et elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, comme les plateformes de livraison de repas à domicile, Uber, Eats, Deliveroo, Bolt, ou les plateformes de cinéma à la maison, Netflix, Apple TV, Amazon Prime ou Paramount. Alors, il y a quelque chose qui ressort des nombreuses études sur le sujet, c'est le besoin d'équilibre entre la vie professionnelle et le développement personnel. Il y a d'ailleurs une tendance actuelle sur les réseaux sociaux, la nostalgie du confinement, quand on pouvait profiter de sa famille en travaillant à la maison et à son rythme. Aude Célie, elle est essentielle, cette notion de rythme par rapport au travail? Mais je pense que c'est un des éléments clés du désengagement aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où tout va très vite. On est sur l'immédiateté, on est sur le tout pour hier. Donc effectivement aujourd'hui, les gens, en fait, la situation à laquelle on fait face aujourd'hui existait déjà avant. Ça a juste été accentué par la crise. Quand on parle aujourd'hui de fatigue, c'était déjà le cas avant la crise. Ça a explosé. Grâce, et en fait j'ai envie de dire grâce, parce que je pense que cette fatigue était déjà présente, mais on ne voulait pas la voir, on ne voulait pas l'entendre. C'est pour ça que certains ont la nostalgie de ce confinement. Exactement. Et le fait de revenir sur le passé, c'est de se dire qu'est-ce que c'était bien. Alors qu'aujourd'hui, vous parliez de traîner la patte. Je suis d'accord, donc dans le sens je ne suis pas d'accord avec le côté flemme. Alors c'est absolument pas le cas. Les Français sont parmi les plus productifs en Europe, donc on sait travailler. Les Français savent s'engager. En revanche, c'est les conditions de travail et c'est le travail en lui-même qui font qu'aujourd'hui ils ont envie de ne plus y aller. Ouais, une des manifestations de ce changement, c'est le rapport au fameux télétravail qui subsiste après l'épidémie de Covid. C'est devenu une attente pour beaucoup de salariés. Benoît Serre, quel bilan on peut faire de l'essor de ce télétravail sur l'épanouissement des salariés et aussi sur la productivité des entreprises? Il est de deux ordres. Vous savez qu'avant la crise, on était à peu près à 3% de télétravailleurs réguliers en France. On est aujourd'hui entre 23 et 25%, donc la crise Covid a été un accélérateur formidable et une découverte pour un certain nombre de personnes. Mais la deuxième raison, elle est plus profonde, elle explique une partie de ce qu'on observe, de ce qui était commenté jusque-là, parce que je partage tout à fait le point qui dit que l'histoire de la flemme, tout ça, je pense que c'est une manière de s'auto-excuser d'une situation qu'on ne contrôle plus. Mais c'est pas vrai. En revanche, le télétravail, il a montré aux gens finalement que le modèle de travail classique dans lequel on était installé depuis plus d'un siècle était, était finalement pas si définitif que cela. Qu'il y avait des manières alternatives de travailler. Donc que les entreprises se sont retrouvées un petit peu, leur corps défendant quelquefois, accusées d'avoir maintenu un système très contraignant alors qu'il en existait un autre. Et aujourd'hui, on leur reproche assez souvent finalement de ne pas continuer à avoir ce modèle beaucoup plus libéral d'activité et de travail parce qu'il n'y a plus la crise, alors qu'on pourrait le faire sur le simple fait de la volonté finalement. Et aujourd'hui, ça fait partie des dichotomie qui est interrogée. Et aujourd'hui, ça fait partie des premières questions posées dans un entretien d'embauche, savoir combien on a de jours de télétravail. Ça va au-delà de ça, parce qu'on a observé que des offres d'emploi qui ne spécifient pas qu'il y a du télétravail reçoivent moins de réponses que celles qui le spécifient. Donc ça veut dire que c'est un critère d'entrée en quelque sorte. Alors, faut pas se tromper, le critère de la rémunération, il est resté très dominant, mais les autres critères que sont l'organisation du travail, dont le télétravail,
mais également les engagements de l'entreprise en général sont des critères qui se sont rapprochés du critère principal. Donc c'est un peu sur ces trois. Alors le danger, c'est que ça pourrait être un petit peu conjoncturel parce que le marché de l'emploi est très bon en ce moment. Et les entreprises s'adaptent à ça. Le danger, ce serait que si nous entrons dans une phase de récession dans quelques mois, comme certains semblent l'annoncer, il ne faudrait pas que les entreprises reprennent leurs vieilles habitudes, parce que alors là, vous auriez une fracture assez forte entre les attentes des gens, qui soient candidats ou salariés, et la réalité de l'entreprise. Vous restez avec nous tous les trois, on revient juste après ça. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Et on profite que certains d'entre vous soient en vacances pour s'intéresser à l'évolution de notre rapport au travail avec nos invités ce matin, Claudia Sénic, professeure à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du bien-être, Aude Célie, coach pour femmes, spécialiste du burn-out et praticienne en neurosciences, et Benoît Serre, qui est le vice-président de l'Association nationale des DRH. Benoît Serre, je vais me tourner justement vers vous. On a parlé de grandes démissions. Fin 2021, début 2022, le nombre de démissions aurait atteint des niveaux historiques avec plus de 500 000 démissions par trimestre. Est-ce que c'est une conjoncture qui qui cause ces chiffres, ou est-ce que avec l'inflation qui galope et la crise qui peut revenir, ce turnover va ralentir? Alors, vous savez que le terme grande démission, il vient des États-Unis, en fait, où on a observé ce phénomène, mais il est très différent en France parce qu'on sait que 90% des gens qui ont quitté leur emploi par démission ont retrouvé un emploi dans la foulée, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où beaucoup de gens ont disparu du secteur marchand, on va dire. Alors, c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont très impressionnants. Les dernières fois qu'on a vu des chiffres comme ça, c'était dans les années 2008 avec la crise. C'est évident que ça pose deux types de questions. Le premier, c'est que il faut quand même que les entreprises s'interrogent. Pourquoi est-ce que dès que le marché de l'emploi va mieux, le premier réflexe d'une partie des gens, c'est d'essayer de quitter leur emploi et d'aller ailleurs? Ça veut dire qu'ils ne sont pas extrêmement satisfaits. Donc ça, c'est le côté conjoncturel. La deuxième chose, elle est sans doute plus profonde, c'est que les causes qui ont provoqué les grandes démissions aux États-Unis sont présentes en France. Elles se traduisent pas de la même manière, mais elles sont présentes en France. La recherche du sens au travail, c'était indiqué tout à l'heure. Le fait d'avoir un travail, de faire un travail de qualité, de comprendre ce que je fais. Je pense qu'on n'a pas assez réfléchi sur la qualité du travail, ce qui était expliqué tout à l'heure. Beaucoup trop sur la qualité de vie au travail, c'est très important, mais la qualité du travail lui-même. Et ça se traduit en France par ce phénomène dont vous avez entendu parler, qui s'appelle le quiet quitting, c'est-à-dire les gens qui sont là, mais qui finalement font pas le minimum, mais ils font ce qu'on leur demande et pas au-delà. Donc ils sont traduits par les entreprises quelquefois comme un désengagement, ce que je crois pas. C'est simplement qu'ils remettent le travail à sa juste place. Donc on a un phénomène conjoncturel que le marché de l'emploi va bien. On peut craindre que si le marché de l'emploi va moins bien dans les mois qui viennent, les phénomènes de démission vont disparaître, même si, et je finirai là-dessus, on a observé un phénomène tout à fait étonnant, c'est qu'il y a eu pour la première fois, ce qu'on n'avait pas vu en 2008, des démissions sans emploi derrière. C'est-à-dire des gens qui ont suffisamment confiance dans le marché du travail pour démissionner alors même qu'ils n'ont pas un emploi derrière. Et on l'a vu notamment dans les pics de démission qui ont lieu au mois de juin, où les gens n'avaient rien derrière et donc reprenaient un emploi en septembre. Donc ça, c'est un phénomène qui est présent, mais qui n'est pas de même nature que celui qu'on voit aux États-Unis. Dans ce qui retient ou détache les salariés par rapport à leur travail, vous ne citez pas la question des salaires, de la rémunération. Si, bien sûr. Oui. Vous savez, quand vous quittez un emploi... Ça allait sans dire. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a souvent dit depuis quelques mois que les gens voulaient du sens. Ça, c'est vrai. Mais n'empêche que quand vous regardez toutes les enquêtes qui sont sorties maintenant depuis 6 mois, le critère de la rémunération reste le premier critère de motivation de changement ou de recherche d'un nouvel emploi. Alors il y a aussi cette tendance qui est souvent décrite, c'est ce qu'on appelle le quiet quitting ou démission silencieuse en bon français. C'est le fait pour les salariés d'en faire le minimum, le strict minimum, comme si on voulait limiter la place du travail dans nos vies. Aude Célie, c'est quelque chose que vous observez et c'est un remède préventif contre le burn-out? Alors oui, ça c'est sûr que c'est un remède préventif, mais c'est intéressant parce que est-ce que le quiet quitting est vraiment une mauvaise chose? Parce que si on remet les choses dans le contexte, on est en train de dire que des personnes qui font juste leur travail ne sont pas très engagées.
alors que ça voudrait dire qu'on évalue que le surengagement est la meilleure chose à faire, alors que ce n'est pas le cas. Les personnes qui font bien leur travail sont capables de bien le faire. En revanche, c'est sûr que si on n'a pas un travail qui est motivant, qui donne envie, on ne va pas faire plus que on pourrait nous exiger, puisque justement les cas de burn-out sont en train d'exploser, parce que là aujourd'hui il faut vraiment avoir une alerte plus que rouge sur le sujet, parce que les personnes qui se donnent sont des personnes qui sont très très impliquées, très investies, qui aiment leur travail. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre de cas qui peuvent aller vraiment, ça peut être très très grave. Moi, j'ai été jusqu'à la tentative de suicide. Les gens n'ont plus envie d'aller aussi loin en se disant, si je donne tout au travail, finalement, qu'est-ce que je risque à part me faire du mal et de me tuer au boulot. Claudia Sénic, est-ce que cette forme de rejet du travail, ou en tout cas de doute sur la valeur travail, est une tendance de fond générationnelle, surtout dans ce qu'on appelle la génération Z, ou est-ce que c'est purement lié à la conjoncture du marché du travail? L'Association nationale des DRH disait récemment que 82% des entreprises ont du mal à recruter. Je crois qu'il y a deux éléments. Il y a un élément qui est permanent, donc qui ne serait pas typique d'une génération, mais qui serait juste quelque chose de normal. Et il y a un élément qui est nouveau. Donc, l'élément permanent, c'est ce qui a été déjà évoqué, c'est le fait que quand il y a une sorte d'appariement entre quand quelqu'un cherche un travail qui lui va le mieux possible, dans les périodes où l'économie va pas très bien, ils prennent un travail qui est pas forcément très satisfaisant, mais ils s'en satisfont parce que les alternatives sont pas là. Et dans les périodes où l'économie va bien, où l'activité reprend, c'est le moment d'essayer de changer pour trouver mieux. Et donc ça, c'est tout à fait normal. Et toute cette énorme phase de démission, qui est très très forte. Le taux d'emploi vacant, inoccupé très élevé également, etc. Ça reflète cet aspect finalement assez attendu. Oui. Quelque chose de nouveau, en fait, peut-être, ça c'est l'hypothèse que l'on propose dans l'article, la note que nous avons écrite avec Serge Effès et Henri Bergeron, c'est qu'il y a peut-être, et là c'est peut-être plus dans la nouvelle génération, effectivement, pour certains en tout cas, un rejet du contrat implicite qu'on signe quand on signe un contrat de travail, quand on s'engage, quand on travaille dans une entreprise. En fait, on est en train de réaliser une activité de production, etc., au sein d'un système économique et d'un système global qui est encastré dans la société et l'économie en général. Bon, maintenant, avec la conscience écologique, l'éco-anxiété, l'idée que finalement cette manière de produire et de consommer est excessive et cause des dégâts sur la planète, il n'est pas certain. Beaucoup de gens, peut-être inconsciemment, peut-être consciemment, n'ont pas envie de signer ce contrat local dans l'entreprise qui consiste à travailler pour participer à ce grand mouvement dont ils réprouvent les conséquences. Donc voilà, pour une partie de la jeune génération au moins, peut-être, l'envie de signer ce contrat global n'est pas assurée. Donc du coup, ils n'ont pas non plus envie de participer à l'économie au sein de leur entreprise. Donc finalement, quel est le problème? Le problème, c'est que on voit ça comme une articulation entre la crise de l'avenir et une crise du travail. C'est-à-dire, si on ne voit pas quel est l'avenir de la société, si on a l'impression, pour certains même, qu'il n'y a pas d'avenir, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la nouvelle génération qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants. Donc, si on a un horizon temporel bouché, on ne peut pas se projeter vers l'avenir. Et si on ne peut pas se projeter vers l'avenir, le sens du travail est bien moindre. En tout cas, quand il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus que du présent. Donc peut-être quiet quitting, c'est un peu ça aussi. C'est pourquoi est-ce que je sacrifierais tout mon présent pour un avenir que je ne vois pas. Voilà. Parce que finalement, c'est cette question du sens, juste pour finir. C'est vrai que sens, ça veut dire signification, ça veut aussi dire direction. Donc cette question du sens, la raison pour laquelle elle est beaucoup plus présente qu'autrefois, c'est parce que justement, la crise environnementale pose la question de l'avenir, donc du sens. Oui. Benoît Serre, je rappelle que vous êtes vice-président de l'Association nationale des DRH. Est-ce que, autrefois, on disait faire carrière, et on parlait des carrières maison. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui a profondément changé, les nouvelles trajectoires marquées par la mobilité, une durée de vie raccourcie des entreprises aussi, il faut le dire, et puis peut-être la mise à pied des seniors bien avant l'âge de la retraite également? Oui, alors le fait de plus faire carrière toute sa vie dans la même entreprise, c'est un phénomène qu'on connaît maintenant depuis assez longtemps.
Alors souvent sous l'effet du chômage de masse, des crises à répétition depuis les années 90, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on vit dans un monde de chômage de masse et de crises à répétition depuis 1990. Donc là, on a l'air de découvrir que tout d'un coup, ça peut ne pas forcément être le cas. L'autre raison, c'est qu'effectivement, moi je ne crois pas que ce soit totalement générationnel, mais c'est vrai que la génération qui monte, elle a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle n'est pas attirée par le modèle pyramidal, c'est-à-dire le fait de monter dans la hiérarchie, de devenir chef de chef, ça les intéresse pas. Moi, je les vois, j'en vois beaucoup. Ils sont plutôt de logique de projet, très horizontale, etc. Et donc, évidemment, les entreprises ont un problème, c'est que leur modèle de rémunération, il est pyramidal. Donc, du coup, il y a un moment où le critère de rémunération qui reste primordial, comme j'ai dit tout à l'heure, il vient se confronter un petit peu au fait que les modèles de rémunération sont pyramidaux. Donc, déjà, les entreprises doivent réfléchir à elles le font pour certaines, à une organisation un peu plus plate. La deuxième chose, là je rejoins tout à fait ce qui était dit, c'est-à-dire que l'éco-anxiété, le sentiment quand même que ce monde du travail qui ne leur va pas sur un plan individuel a provoqué quand même un certain nombre de catastrophes sur un plan collectif, ou pourrait en provoquer demain. Et par conséquent, ils se sentent comme investis, sans aucune prétention, d'une sorte de mission qui consiste à se dire le monde du travail doit changer. Nous sommes une génération de rupture avec les moyens de la rupture. Marie, et par conséquent, on a bien l'intention de le mettre en œuvre. Ouais. Marie, sur la page Facebook de Sud Radio, nous dit on a tout fait pour casser toutes les professions où on trouvait du sens, avec un management de rentabilité agressif. Non, mais je pense qu'il y a une part de vérité, c'est-à-dire que il faut pas se voiler la face. Le chômage de masse a connu des dérives managériales qui étaient que et ce qui provoque d'ailleurs quelquefois des burn-out, un dégoût profond, un détachement autour de l'idée, de toute façon, si tu fais pas bien ton boulot, il y en a 10 qui veulent l'attraper. Donc c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'organisation un peu malsaine qui s'est installée. Pas le fait de tel ou tel comme un modèle, la financiarisation de l'économie des années 80, on la connaît, le fait de ce qui se passe quand ce sont des fonds d'investissement qui prennent le contrôle de votre entreprise, on le connaît aussi. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, on a donné à la valeur travail non plus une valeur d'émancipation, d'engagement, de fierté de réussir ensemble, mais une valeur financière pure. D'ailleurs, vous avez observé que certaines entreprises depuis quelque temps sont en train de remettre dans leurs critères d'évaluation, des critères un peu plus qualitatifs que le simple sujet de la performance économique pure. Et c'est tout l'enjeu auquel on est confronté, auquel moi, à titre personnel, je crois beaucoup, qui est d'avoir un juste équilibre entre une performance sociale et une performance économique, et arrêter de penser que la seule valeur d'une entreprise vient de sa performance économique. Mais ça va être un chemin assez long, parce que c'est pas comme ça qu'on réfléchit depuis 30 ans. Ouais. Aude-Célie, Benoît Serre parlait de la structure pyramidale des entreprises. Est-ce qu'on peut dire que le nouveau rapport au travail est aujourd'hui moins ambitieux? Est-ce qu'on a moins l'envie de réussir professionnellement? Non, vraiment, je vais me faire l'écho des étudiants que j'ai en ressources humaines et autres domaines. C'est des futurs salariés ou même des salariés actuels, parce que finalement ils font de l'alternance, qui ont envie, ils ont de l'ambition, ils ont envie de changer les choses. Moi, je voudrais vraiment faire effectivement un rebond sur le principe de l'éco-anxiété, etc. Pour moi, c'est effectivement un autre sujet encore, parce que si on en revient sur le sujet propre, qui est le sens du travail, on doit parler du travail. On revient sur ce sujet du travail et du rapport que les Français ont avec leur boulot dans quelques secondes. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Les Français iraient-ils travailler de plus en plus à reculons? C'est la question qu'on se pose ce matin sur Sud Radio avec nos invités. Et en face de cette fatigue ou de cette aspiration à moins s'investir dans le boulot, il y a des discours politiques sur la valeur travail, sur le goût de l'effort. On a resserré l'étau sur les chômeurs pour les presser de reprendre le travail. On en parlera dans un quart d'heure avec un autre invité. On nous explique qu'il faut travailler plus longtemps. Comment peut-on se résoudre ou pas à cette opposition entre une certaine vision politique et les aspirations grandissantes des Français, Claudia Sénic? En fait, je voudrais rappeler que toutes les enquêtes qui sont faites par l'IFOP, par l'INSEE, par la DARES et la direction de l'animation et de la recherche du ministère du Travail depuis les années 90, montre que l'importance du travail est à peu près constante, à peu près stable
Par exemple, quand on demande aux gens qu'est-ce qui est important dans votre vie, dites quelles sont les trois choses les plus importantes, bah, il y a toujours 35-40% des gens qui mettent le travail dans les trois premiers domaines, avec la famille et puis autre chose. Et il y a toujours, bizarrement, 7% des gens qui mettent le travail en premier. Donc le travail reste quelque chose de toujours aussi important. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt leur travail qui aujourd'hui, ils ont les moyens de... Et puis, ils ont été mis en situation, encore une fois, pendant le confinement et les revenus de remplacement, de peut-être réévaluer leur investissement dans leur travail et aussi, bien sûr, l'impact de l'éco-anxiété. Tout dépend de la place qu'on lui donne dans cet équilibre de vie dont on parlait tout à l'heure. En 1950, on travaillait 1900 heures par an. Aujourd'hui, c'est 1400, sachant que dans le même temps, on vit plus longtemps. Sandrine Rousseau, l'écologiste, a, elle, revendiqué le droit à la paresse. Moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse. Je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Aude Célie, je vous vois opiner. Oui, parce que la semaine des 4 jours, mais je rebondis sur mes étudiants. Vraiment une phrase il y a 15 jours qui me dit, mais Aude, est-ce que notre avenir c'est de faire du 9h-18h 5 jours sur 7 ? Eh ben non, en fait, c'est pas de ça dont on a envie aujourd'hui. Effectivement, il y a des entreprises qui font 4 jours payés 5, donc à temps plein. Tout de suite, ça donne envie. Il y a des entreprises qui font du télétravail et qui en même temps font du flexible. Aujourd'hui, il faut repenser le travail pour que aujourd'hui les personnes et surtout les jeunes, parce que c'est eux qui arrivent sur le terrain, aient envie de se lever le matin et de faire du bon travail toute la journée. Oui, Benoît Serre, du côté des DRH, ça vous inspire quoi ? Ça nous inspire déjà qu'on a la certitude qu'effectivement, on rentre dans une phase qui va être, à mon avis, assez longue pour repenser le travail. Alors, il y a le phénomène des semaines de 4 jours. Alors, je comprends très bien, sur un plan individuel, je comprends très bien, et c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Moi, je l'entends beaucoup, beaucoup de jeunes salariés m'en parlent. Bon. Alors après, je leur pose toujours la question en disant, mais c'est 4 jours avec ou sans télétravail? Parce que s'il y a du télétravail en plus, on va finir par plus voir du tout quand même. Donc il va falloir trouver le bon équilibre. Mais le fond du sujet, c'est qu'effectivement, le modèle 9h-18h, quand c'est possible, ça représente aujourd'hui 30 à 35% des gens seulement, effectivement un modèle auquel les gens voudraient qu'on trouve des solutions alternatives, et ils disent tous, pendant la Covid, sous l'effet des protocoles, de l'urgence, on a trouvé des solutions alternatives, pourquoi vous continuez pas? Donc c'est vrai que il va falloir repenser le travail, repenser son organisation, repenser sa comptabilisation. Et puisque vous faites référence aux déclarations des politiques ou à l'espèce d'incohérence qu'il y a entre, d'un côté, vouloir réduire la semaine de travail et en même temps vouloir prolonger le temps de vie au travail, donc à un moment, il va falloir trouver le bon équilibre quand même. Je suis très étonné, et la NDRH et moi-même, on l'a dit à de nombreuses reprises, que cette histoire de l'organisation du travail, du code du travail, de la comptabilisation du temps de travail n'est jamais dans le débat public. Alors que c'est probablement celui-là qui est très important aujourd'hui. Parce que si on garde les règles d'avant, on n'arrivera jamais à avoir un modèle d'organisation du travail plus adapté aux aspirations des gens et surtout aux avantages que nous donne la digitalisation ou la modernisation des technologies pour le faire. Donc c'est vrai que ce point-là, il est en train d'apparaître. Maintenant, attention, j'ai un peu de mal à concevoir, alors quoi qu'en dise Madame Rousseau, mais j'ai un peu de mal à concevoir ce que dit Madame Rousseau de manière générale, mais c'est le sujet, c'est quand même si on fait 4 jours, 32 heures, tout en faisant travailler les gens à 65, 66 ans, il y a un moment où on comprend plus rien quand même. On ne sait plus. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille moins par semaine, mais plus dans sa vie? Enfin, vous voyez. Donc, et puis les quelques entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours, elles l'ont fait parce que c'était adapté à leur activité. Et ça, c'est un point majeur, puisque même ceux qui l'ont mis en place disent, surtout ne légiférons pas sur le sujet, laissons les entreprises trouver des solutions sur le terrain. Certaines activités se prêtent à 4 jours, d'autres ne s'y prêtent pas. Il y a un sujet d'équité de traitement entre les salariés d'une même entreprise, entre ceux qui sont dans des travaux postés et ceux qui n'y sont pas. Donc surtout, si demain on légifère là-dessus, ça va faire des catastrophes. Alors l'IFOP, pour l'étude de la Fondation Jean Jaurès, a mesuré que 60% des Français se disent prêts à gagner moins en contrepartie de plus de temps libre. C'est tout le contraire du travailler plus pour gagner plus, finalement, Claudia Sénic.
C'est vrai que quand on fait bon là c'est un simple sondage, mais même quand on fait des expériences de choix, c'est-à-dire on propose en ligne sur des sites de recrutement, par exemple, différents emplois qui sont identiques de tout point de vue, mais avec des salaires différents, et puis la possibilité ou non de télétravailler quelques jours par semaine, etc. On voit que les gens, beaucoup de gens choisissent les offres où le salaire est un peu plus faible, de 5 à 8% plus faible, avec la possibilité d'être un peu plus flexible. Bon, donc c'est sûr qu'il y a une demande de flexibilité, en tout cas chez certains. Alors, est-ce que c'est forcément la semaine de 4 jours? Est-ce que c'est la possibilité de travailler 1 ou 2 jours chez soi ou à distance? Est-ce que c'est d'autres formes de flexibilité, s'organiser comme on veut? C'est certain, et ça c'est autorisé effectivement par tous les outils digitaux qui commencent à se développer et qu'on n'a vraiment pas du tout fini d'explorer et de mettre à profit du travail et ça va certainement conduire, comme vous l'avez dit, à moins de verticalité dans l'organisation, moins de contrôle à différents niveaux successifs et plus d'organisation par projet. Avec ce mot nouveau, un mot qui est très utilisé, ce mot d'impact, qui veut dire, en fait, dans le langage d'aujourd'hui, pas uniquement l'influence que j'ai sur le monde, par exemple l'environnement, mais plutôt le fait que je comprends ce que je fais et je vois le résultat de mon travail. Donc, quand je fais quelque chose, je vois le processus de A à Z. Les gens qui disent que leur travail a un impact, ça veut simplement dire qu'ils voient l'aboutissement de leur travail. Donc, ils ne sont pas un maillon dans une chaîne de tâches successives, ils sont en contrôle de la réalisation du travail. Donc ça, c'est le management par projet, effectivement, qui certainement va se développer, qui répond à une demande et qui est autorisé par ces nouveaux outils qui permettent aux gens d'être tout le temps en contact, comme on est en train de le faire maintenant, d'être tout le temps en discussion, même s'ils ne sont pas dans la même pièce, et d'avoir un projet continu entre eux à plusieurs. En précisant quand même que ces états d'âme par rapport au travail, ces aspirations à une nouvelle façon de travailler ne concernent pas tous les métiers et j'ai envie de dire ne concernent pas toutes les classes sociales. Bien sûr, ces technologies digitales et par exemple le travail à distance ne sont possibles que pour environ 40% des métiers. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est pas le cas, mais ça ne veut pas du tout dire que dans les métiers où on doit être présent, on peut pas également réorganiser les choses de manière à être un peu plus dans le contrôle, un peu moins dans le reporting, la bureaucratie un peu et les process. Mais Benoît Serres, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une sorte quand même de fracture entre ceux qui peuvent, ceux qui veulent et ceux qui n'ont pas du tout la possibilité de changer leur manière de travailler? Ça, c'est quelque chose qu'on avait redouté dès 2020-2021, puisqu'on parlait de nouvelle génération d'école blanc et école bleue, entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. En fait, finalement, la NDRH a fait une enquête avec le BCG récemment qui montre que cette espèce d'opposition ne se réalise pas dans les entreprises. Du coup, je me suis intéressé au sujet, je suis allé rencontrer des gens qui sont dans des usines ou des centres de production, dans des magasins, bref, qui sont soumis à des... Alors, c'est pas aussi scientifique qu'Odia s'est dit, mais pour leur poser la question. Et en fait, ils disent non, pas du tout, parce que nous, on fait 9h, 13h ou 13h, 18h, donc on a déjà un modèle d'organisation qui fait qu'on a des temps de liberté. Et donc, c'est pour ça que la fracture s'oppose pas. En revanche, ce qu'on observe comme DRH, là, pour le coup, c'est que ceux qui viennent d'un métier non télétravaillable vers un métier télétravaillable ne repartiront jamais ou très difficilement vers un métier télétravaillable. Donc, le risque qu'on a, c'est une sorte d'assignation à résidence de métier, avec des gens qui, finalement, sont embarqués dans un métier sans télétravail et qui ont un mal fou à aller vers un métier télétravaillable, et puis des gens qui sont dans un métier avec du télétravail et qui n'envisagent absolument pas de quitter ce modèle de vie. Ça pose d'ailleurs une autre difficulté d'entreprise, c'est que la plupart des entreprises ont des accords de télétravail aujourd'hui jusqu'à 2 jours, mais on commence à voir apparaître des candidats qui nous disent « mais moi, dans l'entreprise dont j'étais, j'avais 3 jours. Donc je me suis organisé comme ça. Donc il faudrait pouvoir m'accorder 3 jours. » Alors on leur dit « non, c'est pas possible parce que j'ai d'avoir une règle un peu commune pour tout le monde. » Donc c'est un petit peu ces choses-là. C'est pour ça que repenser l'organisation du travail devient urgent, puisque toutes ces choses-là sont en train de se dérégler finalement. Donc, mais qu'il y ait une opposition, non, qu'il y ait une difficulté à faire repartir des gens dans des métiers non télétravaillables quand ils ont connu le télétravail, ça c'est probablement le cas. Aude Célie, en conclusion de cet échange, quel conseil, vous êtes spécialiste du burn-out, je le rappelle, quel conseil vous auriez envie de donner à ceux qui sentent que ça ne va plus dans leur travail ?
Alors ce qui est important, c'est que finalement, est-ce que c'est le travailler moins, travailler plus? Je crois que c'est le travailler mieux en fait. C'est d'avoir les moyens aujourd'hui de faire bien son travail. Donc comme conseil, la première chose, c'est de parler, c'est de pouvoir avoir la libre expression et qu'on laisse les salariés, parce que la meilleure mesure pour l'engagement au travail, ce sont les salariés eux-mêmes, ce sont les patrons eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on parle des salariés, mais il faut penser aux indépendants, il faut penser aussi aux managers, il faut penser aussi aux cadres, il faut penser aux employeurs. Donc tout le monde est concerné, et tout ce dont les personnes ont besoin, c'est que dans le travail que je fais tous les jours, est-ce que j'ai les moyens de le faire ou pas? Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange sur Sud Radio. Dans un instant après la pub, on continuera à parler travail et on s'intéressera justement à ceux qui n'en ont pas, qui sont au chômage et pour lesquels le gouvernement vient de passer un nouveau coup de rabot.